Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'informatique et aux télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité du secteur, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, c'est la saison des résultats financiers. Donc on inaugure la série avec les résultats d'IBM. Oui. Et ça va finalement moins mal que prévu, ou même on peut même carrément dire un petit peu mieux, même si les résultats sont en baisse. Voilà, alors c'est mieux que ce qui était prévu, donc effectivement. Donc en fait, on va examiner les résultats trimestriels de IBM et Microsoft. Bon, résultats trimestriels en soi, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, pour IBM, c'est significatif. Pour Microsoft, ça l'est aussi. Donc pour IBM, c'est le 18e trimestre consécutif de baisse. Donc on va bientôt, 18 trimestres, ça fait bientôt 5 années. Donc c'est quand même un peu préoccupant, on le dit à chaque fois, mais chaque trimestre apporte son lot de décroissance. Alors peut-être qu'IBM pourrait inventer le terme de décroissance positive, je ne sais pas si ça pourrait marcher. Après, la décroissance est de 0,3% quand même. Oui, ce donc quarter, effectivement, c'est pas catastrophique, mais enfin, ça veut dire que la stratégie de Ginni Rometty n'arrive pas encore à imprimer, comme on dit. Donc on est à 19,2 milliards de dollars, ça c'est l'enveloppe globale. On sait qu'en fait, le problème d'IBM, c'est qu'il a lancé ce qu'il appelle des initiatives stratégiques. Donc c'est le fameux SMAX. Donc le SMAX, c'est tout ce qui est social, social, réseaux sociaux, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est analytics, cloud et sécurité. Et donc ça, c'est en assez forte croissance. Et parallèlement à ça, il y a tout le reste qui est en assez forte ou très forte décroissance. Très forte décroissance, c'est le matériel. IBM est en train de se désengager fortement du matériel. On l'a vu au fil du temps, les PC, les serveurs. Maintenant, il est uniquement sur les serveurs mainframe. On avait même parlé à un moment de session, un japonais, mainframe et Power. Sachant que Power, il se trouve qu'il est dans une phase assez dynamique puisqu'il avait lancé l'association Open Power. Là, il a relancé une nouvelle alliance autour d'une Open CAPI, donc c'est une nouvelle architecture pour doper encore les Power et devenir vraiment concurrentiel d'Intel. Donc ça, c'est une dynamique malgré tout dans cette activité mainframe matérielle qui est assez en baisse. Le cloud, ça progresse fortement, donc on sait qu'IBM est dans les top 4 du cloud, loin derrière Amazon, mais dans le top 4, donc plus 44%, l'analytics aussi 15%. Donc c'est vraiment cette course-poursuite entre ce qui croît et ce qui se casse un peu la figure, pour le dire trivialement. Le bénéfice net est à 2,8, donc un petit peu en baisse. Donc on voit quand même que IBM gagne encore de l'argent, mais on verra si on compare Microsoft, beaucoup moins que Microsoft. Le résultat, c'est que évidemment l'action sur une tendance assez longue est en baisse, puisqu'on est à 150 euros, 150 $ l'action. C'est significativement plus que ce que c'était au début de l'année, mais si on revient 3 ans en arrière, on était à un moment à plus de 200, assez largement au-dessus de 200. Donc je ne sais pas si, comme dirait Warren Buffett, IBM c'est une action qu'il faut recommander ou pas, mais en tout cas on attend vraiment le retournement, à savoir le premier trimestre de hausse et on va dire la consécration de cette stratégie de Ginni Rometty. Enfin en tout cas c'est une attente. Sachant que donc il y a le cloud et puis il y a tout ce qui tourne autour de l'analytics et de Watson avec des résultats significatifs en termes applicatifs. Mais en termes commerciaux, on attend encore parce qu'il n'y a pas eu de contrat très... Ça ne se traduit pas encore en termes de chiffre d'affaires? Absolument pas. Non. Donc c'est très long, ça prend du temps. Est-ce que ça va prendre ou pas? Ça, on le verra. Donc ça, c'était pour IBM. Et l'autre grande annonce de la semaine, c'est les résultats de Microsoft. Là encore, pour le coup, ça se passe mieux que ce qui était attendu par les analystes. Alors ça se passe mieux et donc c'est un chiffre d'affaires qui est en légère croissance. Mais ce qui est surtout significatif, c'est que en fait, le chiffre d'affaires trimestriel de Microsoft est supérieur à celui d'IBM, puisqu'on est à plus de 20 milliards de dollars contre 19 milliards pour IBM. Donc pour ceux qui sont dans le secteur IT depuis un certain temps, qui aurait prédit il y a 20 et plus que Microsoft serait un jour une entreprise au chiffre d'affaires supérieur
à IBM, c'est quand même assez intéressant. Alors, dans les activités de Microsoft, il y a le cloud qui progresse aussi avec Azure. Alors, IBM a baptisé sa division cloud intelligent, donc bon, je ne sais pas quelle est la raison de ça, mais en tout cas, ça, c'est en forte croissance. Sachant que pour tout ce qui est Azure, on a fait un papier la semaine dernière sur les composants FGPA, donc les circuits programmables, pour justement doper les serveurs dans les data centers qui mettent en place les services de cloud. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Tout ce qui est Office, ça marche plutôt bien. En revanche, Windows, c'est plutôt stagnant. Et puis, évidemment, ça, c'est pas une surprise, on le dit depuis un certain temps, tout ce qui est Windows sur smartphone, c'est en perte de vitesse totale. Et on attend le jour où Microsoft va prendre une décision concernant tout ce qui est activité du mobile. Le résultat de tout ça, c'est que alors Microsoft gagne beaucoup d'argent, puisque là, on est à plus de 5 milliards de dollars. C'est quasiment le double d'IBM, donc on voit bien les rapports de grandeur. Et puis, le résultat de tout ça, c'est que l'action de Microsoft, elle, est en forte assez bonne croissance. On est au-delà des 60 dollars. Alors qu'on se souvient, pendant très longtemps, quoi que Microsoft fasse, on était à 25. Ça marchait bien, ça marchait pas bien, les résultats étaient bons, moins bons, c'était à 25 dollars. Et là, depuis un certain temps, et là, je pense pour le coup, c'est depuis que Satya Nadella est arrivé aux commandes, Microsoft a pris certainement de bonnes décisions. Et les marchés en sont les témoins les plus évidents. Alors on continue sur ces analyses un peu économiques. On parle du futur des marchés informatiques avec les prévisions du Gartner qui pour l'année 2017 sont plutôt peintes en rose, hein, si je peux me permettre cette image. Absolument. Après une année 2016 qui va être plutôt mauvaise, hein, puisqu'on est à moins 0,3%. Alors on parle du secteur IT en général, donc dedans là il y a le matériel, le logiciel, et puis tout ce qui est communication et télécommunications. Et services, bien entendu. Donc on a ces différents compartiments qui évoluent à des vitesses les unes positives et les autres négatives. Alors pour l'année, donc l'effet Brexit on a rajouté une petite couche, mais globalement l'année était assez mauvaise, avec tout ce qui est matériel. Alors dans le matériel, il y a tout. Donc c'est autant les smartphones que les serveurs, que les PC, il y a tout. Donc on voit bien qu'il faudrait creuser un petit peu pour faire la différence là-dedans. Mais en tout cas, cette enveloppe matérielle se casse un peu la figure. Moins 7%, c'est ça. Voilà. Et en revanche, le logiciel et les services ont une bonne croissance puisqu'on est respectivement à 6 et 4%. Et comme vous l'avez dit, 2017 est plutôt attendu positif puisqu'on est à pratiquement 3%. Et 3%, je ne sais pas quelle est la croissance mondiale, mais on dirait qu'on est à peu près en phase de la croissance mondiale. Donc ce qui veut dire que là où, pareil, pour ceux qui sont dans le secteur depuis un certain temps, le secteur IT était un secteur qui croissait à 2 chiffres pendant tous les ans. Aujourd'hui, on est ramené à des niveaux qui sont finalement comparables à l'économie en général, sachant qu'il y a le logiciel qui se développe fortement et le matériel avec des marges en réduction permanente qui casse un peu, une troisième fois l'expression, casse la figure, sachant que ce sont les ventes de matériel qui diminuent, mais on le sait bien, les matériels sont de plus en plus performants. Il y a toujours, c'est la loi de Moore qui continue son effet. Donc je dirais que pour 2017, c'est des prévisions, alors ce ne sont que des prévisions, du Gartner, on sait que c'est un institut sérieux, prévisions qui sont positives, avec le matériel qui se redresse un peu, et puis le logiciel qui continue à croître très fortement, et les services qui tirent bien leur épingle du jeu, sachant que tout ce qui est télécom, on le sait bien, hein, les opérateurs de télécom depuis un certain nombre d'années ont quand même des difficultés. Les télécoms s'en sortent à peu près. Donc ça, c'est je dirais, le panorama global que nous prédit le Gartner pour 2017, qui est plutôt rassurant d'un certain point de vue. Alors ça, c'était pour les annonces de la semaine passée. Pour la semaine à venir, on attend, avec une certaine impatience, disons-le, des résultats juridiques, puisqu'il s'agit
de l'appel qu'avait fait Intel suite à on s'en souvient peut-être plus d'ailleurs, parce que c'est une histoire finalement assez ancienne, hein, 2009. Intel avait été condamné par la commission pour des pratiques anticoncurrentielles. Évidemment, je dirais, Intel a fait appel et on attend, le résultat de cet appel la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas tout à fait cette semaine, il faudra attendre un petit peu, mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, donc vous l'avez rappelé, 2009, Intel est condamné, 1 milliard d'euros, fait appel, bien entendu. En 2014, le tribunal de l'Union européenne clôt l'affaire, donc c'est apparemment terminé. Intel, décidément, Intel refait appel. Et là, c'est l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne qui a décidé de réouvrir le dossier. Donc, effectivement, en 2009, on est en 2016, on se demande si tout ça a un peu un sens. Mais enfin, il y a quand même 1 milliard d'euros qui est en jeu, donc c'est pas négligeable. Et si l'Union européenne devait reverser 1 milliard d'euros, ça serait un peu problématique. Le sujet en question, c'est effectivement Intel qui avait abusé d'une position dominante pour vendre ses microprocesseurs donc x86 à plusieurs fournisseurs de PC. Donc dedans il y avait HP, il y avait Dell, il y avait NEC, Lenovo. Et en gros, l'idée d'Intel, c'était de faire des rabais, enfin en tout cas c'est tel que le cas a été présenté, c'est de faire des rabais importants, donc plus importants que ce qui se pratique couramment, à condition que les fournisseurs de PC équipent toute leur gamme. Exclusif voilà, avec Intel. Exclusif, des choses qui ne se font pas, entre guillemets. Et évidemment, tout ça, c'était pour tuer la concurrence d'AMD. Donc c'est un rebondissement, hein, et on voit bien qu'en matière de justice, c'est quasiment jamais terminé tant que ce n'est pas terminé, si on peut dire. Donc a priori, alors vous avez dit cette semaine, il faudra attendre un petit peu plus, mais on devrait être fixé dans les 6 mois. Et pour le coup fixé de manière définitive. Et la Cour de justice peut statuer dans tous les sens. Donc on attendra ça avec beaucoup d'intérêt. Alors, et pour conclure, un coup de cœur, si j'ai bien compris, puisqu'il s'agit d'une la firme Sequoia Investment Capital qui lance un nouveau fonds qui est assez particulier, si j'ai bien compris. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est effectivement Sequoia Capital qui est un des grands investisseurs de la Silicon Valley, qui a été créé il y a 44 ans et qui est vraiment une des grandes institutions dans le capital investissement de la Silicon Valley. Et on le sait, dans tout ce qui est investissement, donc soit capital risque, soit capital investissement, c'est un secteur qui est très... masculin. J'allais dire machiste, mais on va dire masculin, c'est plus neutre. Et là, il se trouve que, alors, en attendant d'avoir une femme présidente des États-Unis, donc ça devrait arriver le 8 novembre, il se trouve que Sequoia Capital a embauché comme partenaire la première femme de tout le secteur. Donc c'est une jeune femme de 33 ans, en plus qui appartient à une minorité visible, comme on dit, puisqu'elle est d'origine asiatique. C'est une femme qui avait lancé une start-up dans le domaine de la mode et qui s'est reconvertie dans l'investissement au sein de Sequoia Capital. Donc c'est je dirais, la première étape d'un changement dans ce secteur qui, comme vous l'avez dit, était jusqu'à présent extrêmement masculin, pour des raisons, franchement, que j'ignore absolument totalement. C'est un peu surprenant. Eh bien, écoutez, on conclura sur cette note positive, en espérant que la porte sera ouverte à de nombreuses autres femmes dans ce secteur. Merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt, merci.